The best bang for your buck. Bienvenue à Focus. Ici Will Lalonde et je vous entretiens sur mon sujet préféré, la business du sport. Avec contexte, perspective, analyse sur l'industrie du sport. Et c'est parti. Ça veut dire quoi, the best bang for your buck? Ça veut dire en avoir pour son argent. Ça veut dire avoir le plus de retour, le plus grand retour possible sur son investissement. J'ai eu un entretien la semaine passée avec mon ami Dan Pou, avec lequel je collabore au FM 93 à Québec depuis une couple d'années. Puis on parlait justement de quel est l'athlète, sport d'équipe, sport individuel, qui en rapporte le plus pour l'argent investi par rapport à son salaire. Parce qu'on parlait, suite à la signature de Mike Trout de son contrat de 12 ans pour 430 millions de dollars. Avec une moyenne de 35,5, 35,6 millions de dollars par année, les gens étaient époustouflés de voir une somme d'argent si élevée pour un joueur de baseball qui court des balles dans le champ, qui frappe des coups sûrs, bien sûr, qui est effectivement le meilleur joueur de baseball. Mais par rapport à des présidents d'entreprise, par rapport à des juges, des avocats, par rapport à des gens qui ont un rôle important dans la société, on se demande si ça vaut la peine d'avoir un gars qui est un voltigeur pour une équipe de baseball gagner autant d'argent. Ben, la réponse est quand même simple. Que ce soit un gardien de but au hockey, que ce soit un quart arrière au football, que ce soit un golfeur, que ce soit un voltigeur, les gens paient une somme folle pour aller se divertir et voir à l'œuvre ces athlètes. C'est comme un acteur de cinéma, c'est comme un artiste musical. Peu importe, lorsqu'on se fait divertir dans l'espèce de entertainment qu'on parle toujours, ben, on est prêt à payer des sommes pour voir des gens nous divertir justement. Alors, quand on pense à Mike Trout, on voit le 430 millions et on dit c'est énorme. Moi, je répète que dans une dizaine d'années, Mike Trout, il n'y aura pas le salaire le plus élevé du baseball majeur, ça va être une aubaine. Il y a quelques jours, Justin Verlander vient de re-signer un contrat avec les Astros, 2 ans, 66 millions de dollars. Ça donne 33 millions de dollars. On n'en parle pas beaucoup parce que Verlander est plus âgé, mais sa moyenne annuelle de 33 millions, c'est beaucoup d'argent. Son contrat de 66 millions, bah, ça passe sous le radar. Bryce Harper, lui, avait signé pour 330 millions pour 13 ans. À l'âge de 26 ans, c'est tout un contrat aussi. Une moyenne d'à peu près 25-26 millions de dollars. Quelques joueurs ou athlètes gagne des sommes encore plus grandes. Steph Curry, 37,5 avec les Warriors, mais il vient de livrer 3 championnats dans les 4 dernières années. James Harden, il établit des records de pointeurs dans la NBA cette année, encore 61 l'autre soir. L'an prochain, son contrat va lui rapporter approximativement 43 millions de dollars. Au hockey, Sidney Crosby, ça peut être le joueur le plus sous-payé, avec 8,7, comparé à McDavid, 12,5, Tavares, 11, Ovechkin, 9,5, Patrick Kane, Carey Price, 10,5. Moi, je suis persuadé encore que Sidney Crosby fait partie des 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Et justement, lors des séries, c'est lui qui met son équipe sur ses épaules, les transporte. 8,7 millions, c'est un aubaine. Au football, Aaron Rodgers gagne 26,5, Kirk Cousins et Vikings, 29 millions en 2018. Ben, les Vikings n'ont pas été très loin. Matthew Stafford des Lions, le plus payé de la NFL à 29,5 en termes de cap hit. Les Lions n'ont pas fait les séries encore une fois. Je pense au golf à des gars comme Tiger Woods qui a terminé 8-9e l'an dernier sur les meneurs en gain sur le terrain, 5,4. Rory McIlroy, 4,4. Dustin Johnson puis Justin Thomas, parmi les meilleurs à 8,4, 8,6 respectivement. Ça, c'est une aubaine. Parce que gagner des tournois de golf, avec la pression que ça implique, avec le travail qui est nécessaire d'être bon pendant 4 rondes, c'est comme les tournois de tennis. Gagner des grands chelems, des tournois majeurs, il y en a juste 4 dans l'année. Tiger Woods sur le terrain, en tout cas, c'est un aubaine parce que lui attire des foules. Les gens sont rivés sur les écrans de télé. Les gens sont au rendez-vous pour acheter des billets pour voir Tiger Woods à l'œuvre. Alors, dans l'ensemble de l'œuvre, de tout ça, c'est qui en vaut le plus la peine? Parce que justement, ces critères-là, c'est qu'est-ce qui fait arrêter les gens pour regarder, pour suivre. Les codes d'écoute à la télé, aller se déplacer pour voir ces matchs-là, le travail nécessaire sur le terrain de jeu, de compétition, la glace, peu importe, le court, tennis, court de basket, peu importe. Quand on regarde tout ça, je suis obligé de me pencher tout de suite vers le golf et le tennis. Parce que pour moi, un sport individuel, t'es seul. T'es seul contre l'adversaire, t'es seul contre le terrain, t'es seul contre les conditions. Tu ne dépends pas de tes coéquipiers. Et en plus, au golf et au tennis, si tu ne gagnes pas, ben,
ta bourse est moindre. Et les jeunes golfeurs qui essaient de percer, comme les jeunes joueurs de tennis qui se font éliminer au premier tour, ils voyagent de tournoi en tournoi. Ça leur coûte des dépenses. Les golfeurs en voiture de location aux États-Unis, dans des Motel 6, c'est cher, c'est dur. Puis si tu te fais éliminer après les 2 premiers tours, puis tu te classes pas pour le week-end, si tu fais pas la cote, t'en retournes chez vous avec quelques mille piastres dans tes poches, c'est dur. Il faut que tu gagnes pour que ça soit payant. Alors moi, je suis obligé de considérer, OK, qui gagne le plus? Alors selon moi, ça c'est mon opinion, puis c'est ouvert à la discussion, c'est qui représente la meilleure aubaine? C'est une égalité. Novak Djokovic, Rafael Nadal. Et pourquoi c'est une égalité? C'est parce que dans une bonne année, Nadal, Djokovic vont aller chercher 12 millions à peu près, 13, 14 millions max. S'ils gagnent 2 majeurs, 3 majeurs. Ils gagnent 3-4 autres tournois Masters 1000. Ils gagnent beaucoup d'argent hors terrain. Un gars comme Federer gagne 75 millions par année hors terrain. Nadal, 41,4 l'an dernier, en 2018. C'est beaucoup d'argent dans les droits commerciaux, mais je parle uniquement des gains sur le terrain. Et la raison pourquoi, c'est que ces gars-là, non seulement gagnent les grands tournois, non seulement les cotes d'écoute lèvent lorsqu'ils évoluent, non seulement les stades sont pleins, mais d'année en année, ils s'en tirent avec 8, 10, 12 millions de gains sur le terrain, malgré des grands chelems, régulièrement, 17 pour Nadal, 15 pour Djokovic. La domination, ils sont toujours les têtes de série numéro 1 ou 2. Ils doivent jouer des 5-7 lors des tournois du Grand Chelem. Ils sont souvent sur le terrain pendant 4-5 heures de dur labeur. Tu peux pas avoir une journée off. Tu peux pas être mauvais. Au basketball, si tu as une mauvaise soirée, au hockey, le gardien de but laisse aller 3-4 rondelles. C'est pas grave, là, il mérite pas moins d'argent sur son salaire. La paye est garantie. Mais c'est pas comme ça au tennis. C'est pas comme ça au golf non plus. Mais au golf, personne gagne tous les tournois. C'est toujours une rotation entre Dustin Johnson, entre Jordan Spieth, entre Jason Day, entre Bryce DeChambeau, entre Phil Mickelson, Rory McIlroy. Ben oui, c'est sûr, il y en a tellement de bons. Mais au tennis, c'est toujours les deux mêmes qui gagnent. Et je pourrais rajouter à ça Federer parce que c'est pas loin derrière. Je crois que les belles années de Federer sont terminées, mais il est encore très compétitif. Mais il n'y a aucun athlète que ces deux-là qui gagne si peu pour autant de succès. Et sur lequel on se fie de semaine en semaine à chacune de leurs participations à une haute performance. Ils sont encore les plus dominants et pour cette raison-là, l'ensemble de tout ça, ils représentent the best bang for your buck. Merci d'avoir été à l'écoute et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci de partager le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.